Bonsoir ou bonjour, c'est selon. Bienvenue dans la 15e émission de la saison 2 des Visages de la Recherche, des femmes et des hommes qui vivent leur métier avec passion et détermination pour découvrir de quoi nous faire progresser dans tous les domaines. Et aujourd'hui, une émission avec deux chercheurs et chercheuses fraîchement nommés. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Claire Pelgrims, chercheuse qualifiée FNRS Urbanisme et Mobilité à l'ULB. Alors, votre nomination est toute fraîche, heureuse et enfin, vous allez pouvoir travailler avec plus de sérénité? Oui, tout à fait. C'est un soulagement d'avoir ce genre de poste, de position. Mais c'est aussi beaucoup de travail maintenant qu'il faut lancer. On imagine. Alors, dites-moi en quelques mots, comment êtes-vous devenu docteur en art de bâtir et urbanisme? Alors moi, j'ai d'abord fait des études d'architecture à l'Université libre de Bruxelles, où en fait, c'est des études où on a déjà beaucoup de cours plutôt de sciences humaines et sociales. Oui. Et donc après ça, j'ai voulu continuer à travers un doctorat en urbanisme. Et donc art de bâtir et urbanisme, c'est la filière pour tout ce qui est architecture, ingénierie architecturale et aussi urbanisme, paysage. Et puis le postdoc, et puis votre recherche actuelle, et là on est dans quelque chose d'original dont on parle finalement assez peu, c'est notamment étudier la perception du vélo entre les hommes et les femmes, les cultures et les classes sociales. Et en préparant l'émission, on m'a dit, mais oui, il y a un vélo d'hommes, il y a un vélo de femmes, et moi je croyais que c'était fini ça. Alors effectivement, dans les discours, ça fait plus d'une quinzaine d'années qu'on a tendance à dire qu'il n'y a plus de différence entre les vélos pour les hommes et les vélos pour les femmes, et on le voit aussi dans les catalogues pour vélos par exemple. Mais par contre, si on s'intéresse vraiment à la manière dont les gens s'équipent en rue, qu'on regarde, et moi j'ai eu l'occasion de regarder ça à travers différents projets, à la fois en Belgique mais aussi en France et en Suisse, on se rend compte qu'il y a toute une série de stéréotypes sur des rôles différents dans la société pour les hommes et les femmes qui ont un impact encore sur la manière dont les gens s'équipent. Et donc typiquement, on retrouve quand même une majorité de femmes sur des vélos avec le cadre ouvert, avec le panier à l'avant, avec les sacoches pour les courses, etc. Alors qu'on retrouve plutôt une majorité d'hommes sur des cadres, des vélos plus sportifs en fait. Mais du coup, ça entraîne évidemment ces stéréotypes toute une série de problématiques, notamment quand les vélos ne sont pas forcément adaptés à la pratique qu'on peut en avoir, mais aussi, c'est difficile de transporter les enfants ou de faire les courses quand on a un vélo de course sans porte-bagages. Voilà. Oui. Donc, et du coup, alors, le mec, il transporte personne. C'est ça que vous voulez dire, c'est ça aussi. Sous-entendu. Donc, il y a effectivement toute une série d'inégalités dans la société qui sont aussi renforcées par ce type de choix qui se font souvent de manière inconsciente en fait et aussi guidés par des stéréotypes, la publicité, etc. Oui, et c'est aussi au niveau des classes sociales et des cultures. C'est ça que montre votre étude, où vous faites une étude vraiment in vivo, puisque vous avez le vélo, vous accompagnez les gens, vous-même vous avez plusieurs vélos, donc vous ne restez pas derrière votre ordinateur, mais vous faites une recherche, comment on pourrait qualifier ça, esthétique, émotionnelle? Exactement. Donc moi, ce que je déploie, c'est effectivement des méthodes esthétiques où je m'intéresse à l'émotion, à la question de la perception à vélo. Et donc je suis effectivement au plus proche en fait des cyclistes actuellement. Et donc mon ambition, comme vous l'avez dit, c'est de travailler maintenant plus seulement sur les questions de genre, mais aussi d'intégrer les questions de classe sociale, les personnes racisées, pour comprendre aussi comment est-ce que, à l'échelle de la planète, les imaginaires du vélo sont différents et se déplacent aussi et viennent impacter justement comment est-ce que différents groupes dans la société peuvent avoir des imaginaires ou une perception différente du vélo et aussi du plaisir qu'on peut en prendre. Désirable ou pas, quoi. C'est ça, vraiment cette question-là. Mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets? Donc, au choix, hein? Oui. Par exemple, si on prend l'Afrique subsaharienne, en Afrique subsaharienne, le vélo, il a été importé par les pouvoirs coloniaux au XXe siècle. C'est des vélos qui, après, qui sont encore là, qu'on retrouve encore dans la rue aujourd'hui, mais qui sont dans un état très différent de ce qu'on peut imaginer en Europe. C'est des vélos qui sont refabriqués, retransformés pour porter des charges extrêmement importantes, beaucoup utilisés du coup pour de la logistique en fait. Mais du coup, c'est des vélos qui sont plutôt associés à la pauvreté, plutôt associés à la périphérie ou à la ruralité. Et donc, rouler un vélo dans ce contexte-là, c'est un peu un stigmate social. On peut du coup se poser la question de qu'est-ce que ça fait, en fait, ces imaginaires-là du vélo chez les personnes qui sont d'origine subsaharienne en Europe, où ici, voilà, on est avec des infrastructures, on est avec des types de vélos qui sont
évidemment très très différents. Mais est-ce que ces significations, elles se déplacent aussi avec ces personnes? Est-ce que ça laisse une trace en fait sur la manière dont ces personnes peuvent percevoir le vélo aussi? Et autrement dit, ça ne les intéresse pas à ce moment-là de rouler à vélo, parce que c'est plutôt stigmatisant. Donc il y a un peu ça. C'est ce que vous sous-entendez. Mais il y a aussi, au contraire, des personnes qui, du coup, vont ressentir le vélo comme une forme d'intégration dans la société européenne, par exemple. C'est-à-dire, voilà, moi je roule en vélo, c'est vraiment une étape supplémentaire du fait que je me sente européen. Donc c'est vraiment des choses qui sont très complexes et justement le fait de pouvoir être proche des cyclistes, les observer, poser des questions quand ils roulent, etc. L'idée c'est vraiment de saisir toute cette nuance et cette complexité. Donc vous les filmez aussi, vous les accompagnez et alors vous prenez des notes quand parce que c'est compliqué de prendre des notes en roulant. Non, effectivement. Donc je prends des notes très détaillées après les trajets, les entretiens que je fais avec les personnes, en mettant de la vidéo, des enregistrements, etc. Alors, je suis persuadé que les gens qui nous écoutent se disent « Ok, c'est vraiment original », mais au fond, quel genre de message, avec vos compétences et vos études, quel genre de message vous pouvez adresser aux autorités publiques du pays et des villes? Ou, plus simplement, à quoi votre recherche, à la fois fondamentale et expérimentale, nous sert. Voilà. Alors, disons que ma recherche, donc il y a effectivement cette partie-là d'observation sur le terrain, etc. Puis il y a une partie plutôt de recherche en archives pour essayer de comprendre comment est-ce que toutes les recommandations sur la manière dont on construit les infrastructures cyclables, par exemple, évoluent avec le temps. Et donc, en fait, ce qui va souvent intéresser les pouvoirs publics, c'est d'avoir cette perspective historique, de comprendre d'où on vient, pourquoi les choses sont comme ça, comment les choses évoluent sur voilà, les 25, 50 dernières années. Et puis, par rapport à la question des observations et de comprendre la perception différente des infrastructures et du vélo, etc., ce qui va souvent intéresser, c'est plutôt la compréhension de ces stéréotypes auxquels il faut faire vraiment attention si on veut promouvoir maintenant des modes actifs qui soient plus inclusifs. Et donc, faire attention à ne pas reproduire des stéréotypes, ce genre de choses dans les campagnes, etc. Alors, on connaît souvent les relations, pas très souvent, apaisées entre automobilistes et cyclistes, mais est-ce que le piéton n'est pas aujourd'hui le parent pauvre de la mobilité, il se plaint que le cycliste roule sur les trottoirs, qu'il doit faire attention, etc. Quel est le regard de la chercheuse que vous êtes là-dessus? Donc, effectivement, maintenant, je travaille vraiment majoritairement sur le vélo, mais je suis très intéressée par les mobilités actives de manière plus générale. Et donc, effectivement, la question de... donc, le piéton a la priorité de manière générale, mais on se rend compte effectivement qu'avec le partage de la voirie actuelle, on a souvent tendance à mettre tout ce qui est nouveau. Plus les trottinettes, plus les trottinettes, les vélos qui se sentent insécurisés sur la route et donc vont Donc c'est le dindon rouler. de la farce. C'est vraiment le parent pauvre de la planification actuellement, aussi parce que les marcheurs, en fait, les piétons, il y a très peu de syndicats qui vont essayer de promouvoir auprès des politiques publiques ou faire entendre en tout cas les problématiques. Donc c'est effectivement souvent le... Vous plaidez pour un syndicat des piétons? Donc ça commence à se structurer avec Wold 21 notamment. Donc c'est des choses qui émergent petit à petit, mais qui se font peut-être moins entendre que d'autres syndicats qui sont plus anciens, notamment le syndicat automobile, Touring, etc. Mais du coup, effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de tensions actuellement. Et dans ces tensions, on a tendance effectivement à opposer les modes actifs ou les micromobilités entre elles, en oubliant souvent l'éléphant dans la pièce, qui reste la voiture, qui continue à occuper une place trop importante que pour laisser de la place à cette nouvelle mobilité pour se développer. Alors, quand on est une chercheuse comme vous, dans ce genre de recherche, comment ne pas tomber dans un certain militantisme? Rester une scientifique, militantisme, comment vous voyez les choses? Moi, je trace une limite assez fine entre les deux, avec d'un côté, le militantisme, pour moi, c'est le fait d'être activiste, c'est vraiment faire pression sur les gouvernements, sur les pouvoirs, pour faire changer les choses. En tant que scientifique, moi, mon rôle, je l'envisage plutôt comme le fait de pouvoir informer la démocratie, informer les débats publics sur ces questions. Et donc, voilà, c'est légèrement différent. Évidemment, je reste une citoyenne impliquée avec... voilà. Et vous-même, j'imagine,
vous vous déplacez à vélo. Alors, je suis plutôt effectivement à vélo, à pied ou en transport Vous public. êtes venu ici à vélo? Je suis venue ici à vélo, oui, oui. On rappelle, c'est un jour de grève aujourd'hui. Hein. Effectivement, je serais plutôt venue en transport habituellement, Oui. vu la distance. Mais effectivement, je pense que quand on travaille à la fois sur les questions de mobilité, toutes les questions écologiques, toutes les questions liées aux inégalités sociales, c'est très très dur de ne pas voir le problème et de ne pas vouloir faire changer les choses aussi à travers ça. Alors dites-moi, lâchez-vous, quelle est votre utopie la plus folle pour une mobilité de rêve dans la ville? Utopie, hein? Utopie. Disons 2100. 2100, l'idéal, ce serait qu'on soit dans une ville où les mobilités actives retrouvent toute leur place, mais aussi l'immobilité. Donc moi, je pense beaucoup aux fonctions de séjour, notamment le fait de pouvoir jouer dans l'espace public, de pouvoir discuter tranquillement, etc. Je pense que c'est des fonctions qui ont été très fortement séparées sur les 100-125 dernières années, mais qui, en fait, nécessiteraient peut-être de retrouver plus leur place au cœur de l'espace public. Une immobilité épicurienne? Oui, mais c'est aussi la question de rencontre, de convivialité, c'est les questions de vivre ensemble, en fait, qui se passent aussi dans ces espaces-là. Vous rêvez de vivre ça lorsque vous serez pensionné? Alors, oui. Alors, est-ce que 2100, est-ce que je serai encore là? J'espère. Ah oui, 2100, c'est pas pour demain, donc ça va prendre beaucoup de temps. Oui, je pense. Merci en tout cas d'avoir été mon invité. On se retrouve dans quelques instants avec Quentin Verreken, chercheur qualifié FNRS en histoire à l'UC Louvain. Lui aussi, un chercheur fraîchement nommé. À tout de suite.